Merci de nous recevoir dans votre cabinet. Un sujet important aujourd'hui qu'on va aborder ensemble, c'est la santé mentale chez les jeunes. Pourquoi est-ce qu'elle se dégrade ? Alors, vaste question. La santé mentale, déjà, c'est pas forcément la psychiatrie. La santé mentale, c'est un concept beaucoup plus vaste, beaucoup plus global, et qui implique d'ailleurs la psychiatrie, c'est une spécialité médicale. La santé mentale, il y a des déterminants de santé et des déterminants de santé mentale qui concernent beaucoup plus de gens et qui sont beaucoup plus vastes. Ça concerne le système éducatif, le système familial, les services sociaux, les politiques, la société, etc. et tout. Et bien évidemment, la psychiatrie et la médecine peuvent y prendre, les services sanitaires peuvent y prendre partie, ont une action dessus. Mais pour revenir à votre question à proprement parler, la santé mentale, oui, c'est-à-dire qu'on voit l'émergence de certaines souffrances psychiques et de certaines pathologies en sus de ce qu'on connaissait, puisque la plupart des pathologies psychiatriques débutent fin de l'adolescence, début de l'âge adulte. Mais on voit une souffrance mentale qui s'est surajoutée pour de multiples facteurs, alors qui sont liés probablement à une évolution de notre société, une évolution de l'organisation de notre société, une perte de stabilité, certaines pertes de valeur ou certaines modifications de valeur, certains progrès, les écrans, les réseaux sociaux qui posent des problèmes, bien évidemment, des déstructurations sur les structures familiales, les problèmes d'immigration aussi qui rentrent en jeu, et puis plus récemment, la pandémie de SARS-CoV-2, avec donc ses conséquences à la fois sanitaires et je dirais politiques, le confinement, qui à l'époque m'avait interpellé après la première vague, après la deuxième vague, et j'avais gentiment expliqué que nous, notre souci, c'était pas une vague, une deuxième vague ou une troisième vague, mais c'était plutôt une houle de fond qui démarrait à partir de 2020, et effectivement, c'est ce qui s'est passé, et on a vu une augmentation de la souffrance des jeunes, une augmentation des troubles anxieux des jeunes, une augmentation des troubles, entre guillemets, plus ou moins dépressifs des jeunes, avec une augmentation des tentatives de suicide et de l'idéation suicidaire chez les jeunes. Et d'ailleurs, on le voit aussi régulièrement à notre accueil psychiatrique d'urgence, où on a de plus en plus de jeunes qui arrivent, et parfois relativement très jeunes. Pourquoi ? Parce que ces jeunes n'ont pas été pris en charge suffisamment tôt ? Non, probablement, c'est pas... Enfin, oui, on ne les prend pas forcément en charge suffisamment tôt, mais bien évidemment, la santé mentale et donc la psychiatrie est toujours stigmatisée, on le sait bien. Et il y a une sorte de discrimination là-dessus. Mais c'est plus, je dirais, la modification des valeurs, l'isolement, la difficulté à maintenir les relations qui ont impacté de manière redoutable. Nous sommes faits pour être ensemble et nous sommes faits pour nouer des liens affectifs. Lorsqu'on est isolé, lorsque on n'arrive plus à être en relation avec autrui, qu'on n'arrive plus à être dans une collectivité et qu'on a des inquiétudes qui peuvent être parfois légitimes, qui peuvent être parfois illégitimes, à ce moment-là, oui, ça va impacter sur la qualité de la sérénité ou de la souffrance ou de l'anxiété ou de la dépression. En réalité, il y a l'isolement déclenché par la crise du Covid et peut-être amplifié aussi par l'omniprésence des téléphones portables. Alors oui, il est évident également que quelque part, avoir 2000 amis sur TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat, c'est pas la même chose que d'avoir une dizaine d'amis que l'on voit en face à face et avec lesquels on passe de bons moments. C'est évident. Bien évidemment, les écrans, les réseaux sociaux et tout, comme toujours, ce sont des progrès techniques qui peuvent apporter des améliorations, comme qui peuvent apporter des dégradations, à peu près comme tous les progrès techniques. On va prendre l'énergie atomique, ça peut vous donner de l'énergie décarbonée, ça peut vous donner de la radiothérapie, et puis ça peut vous donner des bombes atomiques et des programmes d'enrichissement avec des risques de destruction d'autres populations. Alors, il y a un isolement à cause des réseaux sociaux et des smartphones, mais il y a aussi du harcèlement de plus en plus présent dans les établissements scolaires. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez et qui vient encore dégrader la santé mentale chez les jeunes ?
Alors, on considère à l'heure actuelle, j'avais fait pour l'éducation nationale, il y a un an et demi, un topo au sujet justement des écrans et des réseaux sociaux. On considère qu'une famille sur 4 est touchée par du harcèlement via les réseaux sociaux. Donc des critiques, etc. et tout, sans parler du harcèlement sexuel, etc., etc. Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que parent pour protéger nos enfants? Probablement d'abord en discuter, probablement aussi respecter la classification PEGI, etc. pour les jeux, les réseaux, essayer de suivre un petit peu ces consignes, même s'il y a une pression des adolescents, puisqu'il y en a qui ne respectent absolument pas ça, bien sûr, et donc c'est une manière d'être exclu du groupe, parce que l'adolescence est une période aussi très fragile, où on essaye bien évidemment d'être accepté par ses pairs, et ainsi de suite. Mais donc il faut arriver à en discuter, il faut arriver à être attentif, il ne faut pas juger, il faut demander des explications, et puis ensuite on écoute bien son adolescent, et éventuellement on peut donner son point de vue, si l'adolescent veut bien l'entendre, on peut le mettre en garde, mais les interdictions trop brutales peuvent entraîner des attitudes de résistance, voire même de réactance, et une perte de communication. Donc du coup, on passe à côté. En tant que parent d'adolescents, quels signes doivent m'alerter? Changement de caractère, irritabilité, ne plus communiquer, s'enfermer plutôt dans sa chambre, être irritable, avoir des troubles du sommeil, mais en sachant que lorsqu'on est adolescent, on a tendance à se coucher plus tard, mais ça c'est physiologique, et donc à avoir du mal à se réveiller le matin. Donc modifier aussi son appétit, et être de moins en moins en communication avec ses parents. Vous, en tant que professionnel, est-ce qu'il se passe beaucoup de temps entre le moment où l'adolescent développe ses troubles mentaux et le moment où vous avez la possibilité d'établir votre diagnostic? Alors, il faut distinguer plusieurs choses là-dessus. On a des pathologies qui échappent un petit peu, je dirais, aux critères environnementaux qu'on connaît depuis des décennies et des siècles. Je veux dire, ce qui sont les grandes pathologies de l'âge adulte, mais toutes ces grandes pathologies de l'âge adulte débutent souvent à l'adolescence ou au début de l'âge adulte. Donc, en premier lieu, par exemple, c'est le trouble schizophrénique, qui est la pathologie la plus stigmatisée, qui fait le plus peur, qui est souvent associée à de la dangerosité, alors que c'est pas juste, c'est rarissime, quoi. Enfin, les patients qui souffrent de troubles schizophréniques sont beaucoup plus victimes qu'auteurs de violences, quoi, hein. Mais c'est quand même une pathologie qui, quand on considère la prévalence sur la vie entière, c'est 1% de la population. 1% de la population, ça veut dire que c'est environ 600 000 Français qui souffrent d'un trouble schizophrénique. Si on parle des troubles du spectre autistique, c'est-à-dire des psychoses qui débutent très jeunes, enfants, là aussi, ce sont des pathologies qui ont des poids génétiques et biologiques très importants. Donc, les troubles du spectre autistique, c'est aussi 1%. C'est-à-dire un enfant sur 100 qui naît en France va souffrir d'un trouble autistique. Un enfant sur 100 qui naît en France va souffrir d'un trouble schizophrénique. Si on prend le trouble bipolaire, anciennement maniaco-dépressif, et qu'on prend l'ensemble du spectre, on monte à 3%, voire 4%. C'est pratiquement 2 millions de Français. Et ça aussi sont des pathologies dont les premiers signes, les premiers épisodes, les premiers symptômes, même si le diagnostic est parfois un petit peu hasardeux, débutent à l'adolescence ou au début de l'âge adulte. Et donc ça, c'est plus de 2 millions de personnes. Et puis un certain nombre de troubles dépressifs débutent aussi fin de l'adolescence, fin de l'adolescence, début de l'âge adulte. Et la dépression, c'est quand même une pathologie particulièrement commune, puisque si on prend la prévalence vie entière, un Français sur 5 a été et ou sera dépressif.
Et lorsqu'on fait une dépression, après le risque d'en faire une seconde ou une troisième risque d'être très problématique. Donc déjà pour nous, c'est quelque chose de très compliqué, c'est-à-dire que les gens n'accèdent pas, mais probablement à cause de la stigmatisation des pathologies psychiatriques et un petit peu de l'attitude de rejet, parce que les gens ne sont pas suffisamment informés, éduqués sur ce domaine de la santé. Il y a souvent des retards diagnostiques et des retards d'accès aux soins. Et bien évidemment, plus on accède tardivement aux soins, plus le pronostic risque d'être moins bon et que l'avenir risque d'être un petit peu handicapé par le retard diagnostique et des signes qui persistent, etc., etc. Et puis, à côté de ça, il faut rajouter effectivement toute la souffrance psychique réactionnelle occasionnée par les réseaux sociaux, par les violences subies, agies, par les modifications des règles, par la perte de stabilité des valeurs de notre société qui peuvent impacter de manière très péjorative finalement des jeunes qui sont en train de quitter l'enfance pour rentrer dans le monde adulte et qui est donc une période particulièrement de fragilité. Et c'est une période de fragilité non seulement sur le plan psychique, mais aussi sur le plan biologique. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là que quelque part on est en train de faire mûrir notre système nerveux central qui va achever sa maturation que vers les 25 ans. Et donc, bien évidemment, si vous avez beaucoup de stresseurs environnementaux et beaucoup d'anomalies un petit peu biologiques qui rentrent en jeu, à ce moment-là, ça va impacter et ça va nuire finalement à la qualité de vie à l'âge adulte. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on retient de cette interview? Être à l'écoute des adolescents au maximum. Alors il faut que tout le monde soit à l'écoute. C'est-à-dire que dans les déterminants de santé, ce sont les politiques, ce sont les services sociaux, ce sont les éducateurs, y compris dans les clubs de sport, dans les clubs de loisirs, ce sont les enseignants, ce sont les services sociaux et ce sont les services sanitaires. Alors après, à côté de ça, on a pris un petit peu conscience, enfin très largement, on prend conscience de cette nécessité sur le plan, dans notre domaine, nous, et donc à partir de nos structures sanitaires, on essaye de développer un certain nombre de choses. Donc par exemple, si vous prenez les grands troubles, à l'heure actuelle, on considère que pour les jeunes, on a eu une augmentation avec l'histoire du Covid, on considère qu'il y a à peu près un jeune sur 4 qui considère qu'il ne prend pas soin correctement de sa santé mentale, et on considère qu'il y a à peu près un jeune sur 2 qui a déjà présenté des altérations de sa santé mentale. 2000, c'est Eudoxia 2024. On a eu une augmentation des tentatives de suicide, on a une augmentation, prenez les jeunes, 20 ans, 21 ans, on considère qu'il y en a, et les lycéens, on en a à peu près 24 qui ont eu des idées suicidaires et 13 qui ont fait des tentatives de suicide, dont 3% qui ont été hospitalisés. C'est quand même particulièrement important. D'accord ? Donc, bien évidemment, il faut être particulièrement attentif à ça. Alors, on a mis en place, on essaye de sensibiliser un petit peu toutes les personnes. Et puis, vous avez un numéro, par exemple, d'appel national du suicide, c'est le 3114 qui répond 24 heures sur 24. Il y a d'autres structures. Il y a aussi les programmes de premiers secours en soins maintenant en santé mentale qui peuvent être intéressants, qui se développent. Vous avez aussi des sites comme Psychom qui permettent de s'informer un petit peu. Voilà. Et puis à côté de ça, on a mis en place un certain nombre de structures. Pour vous donner un exemple sur Martigues, on est sensibilisé depuis longtemps. Depuis 2004, on a mis en place un espace santé jeune qui situe avenue Paul-Éluard, Canto Perdriès. On est très bien placé entre le McDo, entre la Galerie Auchan, l'école de conduite française, et au centre du triangle de l'Ursal, Langevin et Brise-Lame, quoi. Hein. Donc ça permet, donc, avec une mission à la fois de prévention, de dépistage, d'orientation éventuelle. Et puis on
On peut toujours consulter aussi le service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. On peut aussi consulter, même si on est un petit peu mineur, on peut aussi consulter les services de psychiatrie générale, qui sont plutôt destinés aux adultes, mais il nous arrive de recevoir aussi des adolescents sans problème. Puis on a mis en place aussi, alors donc depuis une dizaine d'années, des dispositifs d'intervention précoce pour les ultra hauts risques et les premiers épisodes. Donc aussi bien pour les troubles psychotiques, mais aussi pour toutes les pathologies émergentes. On est en train de mettre en place une deuxième équipe. Voilà, donc on essaye de se structurer le mieux possible pour intervenir le plus tôt possible. Parce que si on intervient tôt, on a beaucoup plus de chances finalement que l'avenir soit indemne. Même s'il faut continuer à avoir un suivi, etc. et tout. Tandis que si on arrive trop tard, ça va être problématique. Le problème, c'est que nos services sanitaires, et la psychiatrie est quand même le parent pauvre dans le cadre des services sanitaires. On a déclaré la santé mentale grande cause nationale, c'est Michel Barnier, Bayrou l'a repris, etc. et tout. L'actualité nous rappelle sans cesse cette problématique-là. Mais malgré tout, souvent, c'est quand même le service public qui est en fer de lance pour l'organisation de toutes ces interventions. Et malheureusement, il est quand même relativement sinistré. Et donc, on essaye de faire le mieux possible avec la faiblesse de nos moyens. Merci beaucoup. Je vous en prie.